Messieurs, dames, bonsoir. Donc l'heure ayant sonné, on va commencer le conseil municipal. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Je me propose. Et je te passe la parole pour faire l'appel. Madame Benoît, Présente. Madame Briat, Présente. Madame Calvario, Madame Chabani, Madame Chalupé, Madame Daniel, Présente. Madame Hersan, Là. Madame Joran, Présente. Madame Monod, Madame Neveu donne pouvoir à Monsieur Collat, Madame Pain, Présente. Madame Papy, Présente. Madame Perretto, Présente. Madame Pinson, Présente. Madame Roussel, Présente. Madame Trémolière, Madame Van Elsu, Monsieur Blondel, Présent. Monsieur Bouffel, absent. Monsieur Collat, présent. Monsieur Koulibaly me donne pouvoir. Monsieur Dartois, Présent. Monsieur Ferloni, Présent. Monsieur Grillat, Présent. Monsieur Jarry, Présent. Monsieur Legendre, Présent. moi-même, Monsieur Leveigneur, Monsieur Saintier, Présent. Monsieur Thierry, Présent. Monsieur Dorel. Présent. Le quorum est atteint. Donc comme d'habitude, le conseil municipal est enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube en début de semaine prochaine. En affaires générales, le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 septembre 2025. Y a-t-il des questions, des observations? Donc, pas de questions, pas d'observations, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 2. Dérogation à la règle du repos dominical pour l'année 2026. Donc, comme les années précédentes, la commune a reçu 2 demandes de dérogation au repos dominical pour 2026. Donc, Mobilions, organisation patronale des entreprises de la mobilité, a saisi la commune du Val d'Azé le 4 septembre 2025 d'une demande de dérogation à la règle du repos dominical pour les dimanches du 18 janvier, du 15 mars, du 14 juin, du 13 septembre et du 11 octobre 2026, afin de faciliter les opérations portes ouvertes qui auront lieu dans le secteur automobile. Les salariés qui travaillent à ces dates bénéficieront de toutes les garanties fixées par le Code du travail dans le cadre du travail dominical. Et la deuxième demande, comme chaque année, l'entreprise l'enseigne Lidl a sollicité par mail le 4 septembre 2025 une demande de dérogation au repos dominical sur l'année 2026 pour les dimanches du 6, 13, 20 et 27 décembre 2026, conformément à l'article 3132-26 du Code du travail. Les salariés qui travailleront à cette date bénéficieront de toutes les garanties fixées par le Code du travail dans le cadre du travail dominical. Donc l'avis du conseil municipal doit donc être sollicité dans un premier temps. La commune devra ensuite solliciter l'avis des organisations syndicales afin de pouvoir prendre un arrêté du maire avant le 31 décembre 2025. Le nombre de dimanches sollicités étant supérieur à 5, l'avis dans l'intercommunalité est requis. Une demande d'avis a donc été formulée auprès de l'agglomération Seigneur, comme le prévoit l'article 3132-26 du Code du travail. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations, je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 3, c'est la convention pour la création d'une agence postale communale. Donc le délégué territorial du groupe La Poste du département de l'Eure a sollicité la collectivité afin d'exposer la situation du bureau de poste de la commune situé au 879 rue Saint-Fiac. L'analyse de La Poste met en exergue une baisse de fréquentation importante et continue depuis plusieurs années. Cela amène La Poste à réduire considérablement les horaires d'ouverture, voire à réaliser des fermetures inopinées certains jours. Face à cette situation, une réflexion a été menée autour d'une solution de partenariat. La volonté de la municipalité est de préserver un service public postal sur la commune par la création d'une agence postale communale.
Ce mode de fonctionnement présenterait plusieurs avantages pour les habitants. La pérennité du service postal et la maîtrise des horaires d'ouverture. L'agence postale communale permet d'assurer l'essentiel des services proposés à la population dans un bureau de poste. Ce projet de création d'un point postal s'inscrit dans un projet plus global de réhabilitation thermique du bâtiment situé au 879 rue Saint-Fiac, avec donc la rénovation thermique du bâtiment avec une cible ambitieuse de PBC 60, le transfert des activités du CCAS de la mairie vers ce bâtiment et la création de 2 logements à l'étage. Le coût du personnel et de fonctionnement du service sera pris en charge par la commune et fait l'objet d'une compensation par la Poste à hauteur de 1 200 € par mois, revalorisée chaque année au 1er janvier. La Poste assure la formation initiale du personnel, la fourniture du mobilier et du matériel informatique, ainsi que la gestion quotidienne des flux financiers et de courriers assurés par le bureau de rattachement. La Poste s'engage à verser à la commune une indemnité exceptionnelle d'installation égale à 3 000 € pour la première année. Le projet de convention figure en annexe au présent ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Donc pas de questions, pas d'observations, je soumets donc au vote. Excuse-moi, je fais juste une observation. Effectivement, la Poste prévoit le versement d'une indemnité mensuelle à hauteur de 1 200 € environ. Il est précisé dans la convention, c'est bien indiqué qu'il y a une part fixe sur cette convention et une part variable en fonction du nombre d'opérations traitées, que ce soit en opération bancaire ou en opération postale. Donc c'est un montant environ 1 200 €. Je tenais à le préciser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pas d'autres questions. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 4, recensement 2026, autorisation de recrutement de vacataires et rémunération des agents recenseurs et du coordinateur communal. Donc j'informe le conseil municipal que le recensement INSEE de la population de la commune aura lieu du 15 janvier au 14 février 2026. Excusez-moi. L'organisation de ce recensement relève de la responsabilité du maire. À cet effet, l'INSEE accorde à la collectivité une participation financière forfaitaire qui ne sera connue qu'en novembre ou décembre 2025. Pour information, elle était de 10 110 € lors du dernier recensement de janvier 2020. Pour l'organisation de ce recensement, un coordinateur a déjà été désigné et le nombre d'agents recenseurs proposé par l'INSEE est de 12, 10 titulaires et 2 suppléants. Il convient également de fixer les rémunérations de ces agents recenseurs et du coordinateur communal. Les 2 recenseurs suppléants sont prévus par sécurité en cas de défaillance d'un ou de 2 recenseurs titulaires. Pour information, le territoire communal a été découpé par l'INSEE en 11 districts, 10 d'entre eux ayant un nombre quasi similaire de logements à recenser. L'INSEE préconise un nombre de 200 à 250 logements par agent recenseur. Il est proposé que la rémunération pour les agents recenseurs soit fixée de la manière suivante. Sur la base d'un forfait de 600 € brut par district, auquel s'ajoute un montant variable par district en fonction du nombre de logements, 1,20 € par logement. Une indemnité par journée de formation à 100 € par jour de formation, soit 50 € par demi-journée. Une indemnité forfaitaire de déplacement en véhicule, 50 € en secteur urbain, et à 150 € brut pour les districts de Vieux-Villers et de Sainte-Marne, sur Gaillon. Une rémunération brute de 750 € par mois pendant 4 mois pour le coordinateur communal qui a commencé sa mission en septembre. Donc vous avez dans le tableau qui est en dessous les différents districts, avec le nombre de logements par district, la rémunération brute que cela amène, les indemnités de formation, une colonne pour les indemnités forfaitaires de déplacement, ce qui donne la ligne de total à l'extrémité à droite, et un coût global pour le coordinateur sur 4 mois à 750 € par mois, ça fait 3 000 €, qui donne un coût global pour la commune à hauteur de 14 214 €.
La rémunération brute du coordinateur communal est proposée pour un montant de 750 € brut mensuel pour le mois de novembre et décembre en 2025 et janvier-février en 2026. Et donc le coût total, je vous l'ai dit, était, tiens, les deux chiffres sont différents. 14 214 et 14 277. J'ai une correction à faire. Et alors, la seule information que je peux vous donner, donc le coordinateur, on l'a trouvé et on a commencé à travailler sur le recensement parce que, vous vous souvenez, nous avons au début du mandat modifié 15 000 adresses sur la commune. 1500 adresses, donc ces adresses-là, il faut les remettre à jour et remettre le listing de l'INSEE sur toutes les fiches individuelles à jour. Et donc, du coup, ça nécessite un vrai travail préparatoire pour le travail des agents recenseurs qui vont aller sur le terrain. Donc ce travail est terminé. Les fiches individuelles, enfin toutes les adresses de la commune ont été vérifiées, mises à jour. Donc voilà. Donc, et évidemment, il y a nécessité de continuer à préparer le recensement parce que c'est quelque chose qui est quand même assez lourd à gérer. Donc on est à la recherche d'agents recenseurs pour effectuer ce recensement du 15 janvier au 14 février 2026. Est-ce que vous avez des questions? C'était 1500 adresses. Oui. J'ai dit 15 000. Oh là, non, excusez-moi, j'ai mis un zéro de trop. Ce serait bien si on avait 15 000 adresses, mais c'est pas le cas. Pas de questions, pas d'observations. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Et la délibération suivante, c'est la délibération numéro 5 et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Donc ça concerne la demande d'installation classée pour la protection de l'environnement de la société Lafarge Granulat à Gaillon. La société Lafarge Granulat, implantée à Gaillon, a déposé en préfecture un dossier de demande d'autorisation environnementale pour une installation classée pour la protection de l'environnement dans le cadre d'un projet de renouvellement, de modification de la remise en état et d'extension d'une carrière. Ce dossier a été déclaré complet et régulier le 5 septembre 2025 et a été adressé en mairie le 11 septembre 2025 en vue d'obtenir l'avis du conseil municipal sur cette demande d'ICPE sous un délai maximal de 2 mois. Cette demande d'autorisation est soumise à étude d'impact et à enquête publique. La société Lafarge Granulat est présente depuis les années 1960 sur la commune de Gaillon. Elle possède actuellement 2 autorisations d'exploiter sur cette commune. Une installation de traitement au lieu-dit La Garenne et Haras de la Muette, actuellement autorisée par arrêté préfectoral du 20 février 1995. Une carrière de sable et gravier alluvionnaire d'une surface d'environ 75 hectares au lieu-dit Le Pot à l'eau, La Garenne et La Folie-Morel, actuellement autorisée par autorisation préfectorale du 15 mai 2008, modifiée par une autorisation préfectorale du 27 juin 2011 et du 28 avril 2022. Afin d'anticiper la fin d'exploitation de son site de carrière et la fermeture de son installation de traitement à Gaillon, et dans l'objectif d'éviter la rupture de sa production locale pour ses clients fixes de béton, préfabrication, la société Lafarge Granulat envisage une extension de son site de carrière actuellement autorisé. L'extension consiste en l'exploitation de terrains à vocation agricole au lieu-dit Le Pot à l'eau, La Garenne, La Folie-Morel, Le Val-Cordon, Les Carreaux, Les Longrets, La Cour du Pré et les Jean Marins, contigus au sud-est de la carrière actuelle. Donc vous avez sous les yeux un plan qui vous situe l'extension qui est, alors je ne sais pas si la couleur je la définis, rose, oui, rouge-rose, et puis la précédente carrière de 78 hectares, juste à côté en orange, voilà son contour. Je continue. La demande d'autorisation de renouvellement de la carrière de Gaillon porte sur une superficie totale de 78,7 hectares environ. La préfecture précise que la consultation du public se déroulera par voie électronique
du 3 novembre 2025 au mardi 3 février 2026. Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie du Val d'Azay le samedi 22 novembre de 10h à 12h. L'avis du conseil municipal sur ce dossier est sollicité, tout comme sur les communes de Gaillon, Courcelles-sur-Seine, Bouafle, Port-Mort, Saint-Pierre-la-Garenne, Saint-Pierre-de-Bailleul et Saint-Aubin-sur-Gaillon. Donc était fourni dans les documents que vous avez reçus le dossier de demande. Alors ce dossier de demande, il s'articule autour de 5 grands thèmes. Le dossier comprend la motivation du projet dans un premier temps, la localisation du projet, la surface et la volume des activités, je le lis là, les modalités de fonctionnement et le procédé d'exploitation et de remise en état. C'est un dossier de 44 pages, alors ne vous affolez pas, je ne vais pas lire les 44 pages. Puis simplement proposer à M. Wierzyński de nous projeter quelques slides qui permettent d'illustrer plus visiblement sur des cartes déjà l'emprise du projet. Le premier document qu'on pourrait visualiser, c'est je crois la page 12, il me semble. Alors attends, je vais la chercher moi-même pour voir. Oh là, je vais trop vite. La page 12, alors attendez, je vais reprendre mon... Ah ouais, je suis bête. Voilà, alors la première page qu'on peut voir, c'est celle que vous avez sous les yeux, qui est peut-être un peu plus lisible, c'est page 10. Voilà, c'est un peu avant. Voilà, ça situe mieux que la carte qu'on vous a présentée préalablement, l'emprise. Alors vous voyez que l'emprise se situe entre la départementale 6015 et la route de la Garenne. Hein, c'est dans un espace un peu triangulaire. Alors la carte suivante, c'est celle que nous avions préalablement, c'est la 12, la page 12, qui elle vous présente les 3 zones qui portent le nom des parcelles de la commune de Gaillon, essentiellement. Donc il y a un secteur qui s'appelle le Val-Cordon, un secteur la cour du Pré, et puis j'arrive à les Longrets. Donc voilà les 3 secteurs qu'on va revoir avec cette appellation dans le projet. Alors ensuite, il me semble que j'avais dit qu'il était intéressant de montrer la page 13. Alors, quand on descend, ce qui est important à dire, c'est ce qui est là, c'est que ce projet de la société Lafarge Granulat est compatible avec le PLUI de la communauté d'agglomération Seine-Eure, avec le schéma départemental des carrières de l'Eure, avec le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux, le SDAGE, avec le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, le STRADET. Alors, c'est des termes auxquels on est un peu habitué, moi je suis habitué, c'est des documents régionaux, départementaux, de l'EPCI, et j'ai tout dit. Voilà. Oui, départementaux, syndicat, directeur d'aménagement, gestion de l'eau. Donc voilà, c'est important de dire que ça répond à ces documents qui existent. Le dépôt de dossier est conforme à ces documents. La page numéro 14, il est précisé que cet espace est traversé par 3 fossés qui sont visualisés en pointillés bleus, vous les voyez, le ruisseau 1, le 2, le 3, je crois, on les voit bien là, enfin on les voit, moi je les visualise. La page, ça c'est la 14 ? Oui. On peut continuer à dérouler, ça va peut-être aller très vite si vous déroulez, monsieur Wierzyński, moi je suis carrément sur la carte. Vous avez quelques vues. Alors, rien ne va changer au niveau des entrées. C'est la même chose que ce qui existe aujourd'hui, parce que c'est à proximité. On peut passer rapidement les vues. Voilà une visualisation des 3 zones et de l'existant. Voilà, de nouveau. Alors, on a peut-être une... oui, là, c'est pour identifier les parcelles du projet. Ça n'a pas d'importance pour nous. C'est après que c'est important. On peut dérouler.
allez-y, j'arrive pas à le lire depuis là, mais si vous l'agrandissez un peu. Parcelle concernée superficie. Alors, ça me semble, voilà, ça semble important à vous préciser. La carrière actuelle a une superficie de 78 hectares, 70 centiares, 70 arts, 45 centiares. Il reste simplement exploité sur la parcelle existante 13 491 mètres carrés. Donc, il reste à exploiter seulement 1 hectare 39. Donc, 1,7% du total de l'existant. Voilà pourquoi il demande de poursuivre ce qu'il est possible de faire et qu'il demande une extension de 46 hectares, 26 arts, 66 centiares pour en exploiter 35 hectares, 80 arts, 30 centiares. Ce qui représenterait une superficie totale de 124 hectares, 97 arts, 11 centiares précisément. Ça me semble important que vous ayez ces chiffres en tête. Après, on vous parle des distances, de pas mal de choses. On peut glisser, on peut aller sur les autres pages, M. Werzinski. Alors, caractéristiques de l'exploitation, ça c'est important, oui. Cette première page vous précise les trois secteurs que je vous ai donnés. Le secteur, le Val-Cordon, les Raies et la Cour des Prés. Et le secteur plateforme, c'est dans l'existant. C'est les 1 hectare 34 qui existent encore à exploiter sur les 78. On vous précise les volumes d'extraction de terre, les épaisseurs, et le tableau d'après est important, regardez, juste après le tableau. Il vous précise qu'on va extraire sur chaque secteur le volume qui est indiqué, et le tonnage, et la masse et le tonnage qui est indiqué, mais également le rythme d'extraction moyen par an sera de 250 000 tonnes, avec un rythme d'extraction éventuellement maximal de 400 000 tonnes année. Essentiellement, vous le voyez sur l'extension. Les trois premières colonnes du tableau qui est au-dessus. Hein. 1 million de tonnes sur le premier secteur, 1 tonne 2 sur le deuxième, 1,2 million de tonnes sur le deuxième secteur et 1 235 000 tonnes sur le troisième secteur. Et il reste que 243 000 tonnes prévisionnelles à extraire sur l'existant, sur les 1 hectare 30. On peut dérouler. Alors c'est un dossier que moi j'estime avoir été très bien monté, très lisible, pas trop technique. Donc qui se lit bien, qui permet d'avoir un avis éclairé quand on lit ces informations. Alors voilà, ça c'est important. La durée d'autorisation sollicitée est de 25 ans. Vous avez un calendrier prévisionnel qu'on verra par la suite. La première année, c'est l'année de travaux préalables. Ensuite, c'est 19 années d'extraction. Et ensuite, 5 années dédiées à l'achèvement du remblaiement et la remise en état du site. Les ouvertures de la carrière se feront du lundi au vendredi dans la plage horaire de 7h à 20h. Bon, rien de particulier. Ensuite, on peut descendre. Voilà l'extraction. Donc, on voit bien le calendrier qui nous emmène en 2049. On voit bien la deuxième ligne, les 19 années d'extraction. La première année tout en haut préalable, l'extraction en dessous, le remblaiement pendant les 4 dernières années, la remise en état. Voilà, c'est assez précis. On permet la remise en état, parce que vous allez voir tout à l'heure sur le plan d'extraction, la remise en état commence en fait quand ils vont tourner sur la carrière, et quand ils vont avoir commencé à extraire d'un côté, ils vont remettre en état où ils l'ont extrait pour avancer sur le site. Vous allez comprendre tout à l'heure quand vous allez voir la façon dont ils vont extraire le territoire. Donc ensuite c'est l'accès aussi, ça n'apporte rien, c'est le même accès que l'on connaît aujourd'hui ou que vous découvrirez si vous ne le connaissez pas. Voilà, rien de particulier. On continue. On parle des procédés d'exploitation, vous avez beaucoup de détails. Alors je ne vais pas vous le préciser, simplement vous voyez ici sur cette carte-là, elle est importante, oui, c'est l'ordre d'extraction qui est prévu. Vous voyez une graduation des couleurs en haut à droite de la légende, du jaune au violet, et du jaune, du blanc. On commence par des zones le blanc, on commence par le blanc. Le blanc, mais je cherchais, je sais pas, le repère c'est quoi? C'est E1, E2, E3, donc c'est l'ordre d'extraction qui va avoir lieu sur les 19 années. Voilà. Et en même temps qu'on extrait, comme le disait Philippe il y a quelques instants, on remblait.
Donc voilà, c'est une information qui n'est pas importante pour nous, mais elle est précisée dans le rapport. On poursuit. Il me semble que j'ai dû faire le tour des informations que je voulais vous communiquer. Il y en a peut-être encore quelques-unes. Non, on voit les plateformes, le remblai. Ah, ça, c'est les tapis. Vous voyez donc, pardon, c'était juste, La carte juste, de la voilà. Ça, c'est les tapis qui permettent de véhiculer donc ce qu'ils vont extraire vers le site de traitement en bleu, qui est en bleu. Vous voyez, c'est les pointillés blancs. C'est les pointillés blancs, bleus, je sais pas où ils sont. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. On va là-haut et on passe sous la route. Voilà, non, en dessous là. Voilà, en dessous là. Il y a un trapèze. Voilà. C'est le passage des tapis roulants, quoi, qui existe déjà aujourd'hui. Oui, oui. Il y a une partie qui existe. Donc voilà une carte qui était nécessaire pour comprendre comment ça va se dérouler. Et on peut poursuivre. On est bien avancé. L'acheminement, c'est ce que je viens de vous dire. Rien de particulier à dire sur cette carte. C'est le projet de remise en état avec, vous allez avoir des photos à la fin de ce qui est envisagé. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous apporter comme information pour vous éclairer, pour émettre un avis sur le projet proposé. Est-ce qu'il y a du questionnement, des interrogations? Oui. Comment ça va être remblayé? Alors c'est remblayé, oui, j'aurais pu le dire. C'est remblayé avec ce qu'ils ont extrait mais qu'ils n'ont pas besoin. Je ne sais pas si on appelle ça des déchets quelque part. Le lavage du sable. Oui, voilà. Et c'est remblayé aussi par la société, c'est Remea, avec des déchets inertes qui viennent de la région parisienne, qui arrivent déjà sur le secteur, qui vont être remblayés avec cela. C'est du béton. Béton concassé, il y a de tout. Ce sont des dépôts, des déchets inertes. Ouais. Oui, c'est précisé dans le rapport. C'était un point important, effectivement. Ouais. Et ça, c'est ce qui concerne toute la partie qui est dans l'eau, et toute la partie du dessus qui réaménage, parce que là, par exemple, la petite partie vert clair, c'est un morceau qui est prévu pour étendre le golf. Et le restant, il y a des aménagements, il y a du bois, il y a des zones humides, etc. Oui, etc. Et donc, il remblait la partie dans l'eau avec des déchets, et la partie du dessus, c'est la découverte qu'ils font sur la parcelle d'à côté pour extraire le sable. D'accord. Et ils tournent comme ça Au fur et à mesure. autour de la carte. Oui. D'accord. Merci. Et donc, en fait, il y a une grande part. Là, vous avez à côté de la zone vert clair, le bleu, c'est une zone d'eau qui sera toujours en eau. Mais sur toutes les parties qui descendent vers la 6015, c'est des zones où, lorsque la Seine montera en crue, c'est des zones où l'eau pourra s'étendre. Mais c'est des zones où il y a des périodes de l'année où ça sera de l'herbe, ça sera des zones sèches, mais il n'y aura pas forcément de l'eau toute l'année. Par contre, il y aura la ravine qui existe aujourd'hui, qui va passer par le petit trait bleu que vous voyez, pour aller se rejeter dans le bassin. Et la partie en jaune que vous voyez sur la 6015, c'est une partie agricole qui va être redonnée à l'agriculture. En fait, cette zone-là ne va pas être extraite parce que le trait rouge, c'est une canalisation de gaz. Donc ils ont des distances de sécurité autour duquel ils ne peuvent pas l'extraire. Donc cette zone-là restera la seule zone agricole de la zone commune. Donc il y a des parties qui vont être boisées, il y a des parties qui vont rester en herbe, il y a des parties qui vont en prairie. Alors j'ai plus le nom en tête, mais... Alors vous avez page 44, 40, page 40. On peut imaginer ce qu'on peut retrouver. Voilà. La page suivante, vous avez les essences d'arbres qui pourraient être plantées. C'était avant, mais c'est pas grave. C'était juste avant, il y avait quelques... Voilà. Alors c'est page 41, alors c'est moi qui me suis trompé dans les dates. Page 41, voilà. Saule, Mastier, Merisier. Donc voilà ce qu'il était nécessaire de vous dire. Moi j'ai trouvé que c'était plaisant à lire. Moi j'ai lu ça agréablement. Y a-t-il du questionnement? Alors la question fatale, fatidique, je ne sais pas, non, est-on favorable à cette extension? Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci de cette unanimité.
Donc la délibération numéro 6, c'est la modification des statuts de l'agglomération. Donc je rappelle aux conseillers que l'arrêté préfectoral DELE-BCE1 2019-15 en date du 14 juin 2019 portant création de la communauté d'agglomération Seineur, issue de la fusion de la communauté d'agglomération Seineur et de la communauté de communes Eure-Madrid-Seigneur. À compter du 1er septembre 2019, précise les compétences du nouvel établissement, lequel figure dans ses statuts. Les compétences se décomposent en 3 grandes catégories. Les compétences obligatoires, les compétences supplémentaires et les compétences facultatives. Depuis cette fusion, un certain nombre de modifications ont eu lieu. Donc je ne vais pas toutes vous les repasser, mais par contre, la première modification a eu lieu en date du 19 septembre 2019. La deuxième modification a eu lieu le 21 octobre 2021. La troisième modification a eu lieu le 2 mars 2022. Il y en a encore eu une le 30 décembre 2022. Et celle qui nous concerne aujourd'hui a eu lieu le 25 février 2025. Elle a été votée en conseil communautaire. Et cette modification, elle concerne en compétences supplémentaires la compétence action sociale d'intérêt communautaire gérée par le biais du Centre intercommunal d'action sociale est modifiée comme suit. On l'appelle aujourd'hui action sociale d'intérêt communautaire. Et en compétences facultatives, la compétence enfance-jeunesse qui va figurer dans l'intérêt communautaire est retirée des statuts. Et le paragraphe suivant est inséré en application de l'article L. 5211-4-4 du CGCT. Les présents statuts permettent à la communauté d'agglomération Seineur de former par convention des groupements de commandes composés de toute ou partie des communes membres, ce à titre gratuit. Les fonctions de coordinateur du groupement de commandes pourront indifféremment être confiées à la communauté d'agglomération Seineur ou à l'une des communes membres signataires de la convention. Les membres du conseil municipal sont donc invités à se prononcer en faveur des modifications précitées. Il convient de rappeler que l'ensemble des conseils municipaux des communes membres devra également se prononcer sur la modification des statuts de la communauté d'agglomération. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Et les affaires financières, pour la délibération numéro 7, je passe la parole à M. Jarry. Merci. Alors, le point numéro 7, c'est l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation et des charges transférées, la CLET, de l'agglomération Seineur. En fait, cette modification de la CLET ne concerne pas la commune. Il s'agit simplement d'intégrer dans cette CLET alors je vais reprendre les écoles de musique, voilà, c'est donc le rapport de la CLET, il est là. Voilà. Alors, donc, c'est pour y intégrer donc le transfert de l'école de musique et du théâtre Maurice Duruflé de Louviers et également le syndicat intercommunal de musique, de danse et de théâtre Éric Satier, dont avec transfert et dissolution donc, du syndicat intercommunal. Enfin, ces deux compétences-là donc, sont reprises par l'agglomération et donc ça va faire évoluer le conservatoire, tout à fait. Et ça va faire aussi évoluer la CLET au niveau financier pour les communes impactées. Voilà. Donc, je reviens à l'annonce du jour. Excusez-moi. Où est-ce qu'il est? Donc, chaque commune doit néanmoins approuver le nouveau rapport de la CLET. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Voilà. Je vous demande de patienter un instant. Parce que j'ai fermé un fichier que je ne devais pas faire. Voilà. Je reprends. Ça y est, voilà, j'ai retrouvé l'ordre. Donc voilà, les explications que je vous ai données.
Donc je voulais savoir si maintenant il y avait des questions par rapport à ces modifications. Bah oui. Je veux juste donner comme information l'intérêt de ce transfert qui a été fait, c'est d'avoir une équité sur le territoire de l'agglomération de l'enseignement musical, théâtral et artistique, hein, puisque nous avions un conservatoire sur Gaillon, une école de musique sur Louviers et une association qui gérait, un syndicat qui gérait l'école de musique sur le territoire d'Igoville, Pont-de-l'Arche, Alizé, Pitre, enfin sur ce secteur-là. Donc l'objet de ça, c'est que l'agglomération a souhaité uniformiser cette éducation musicale et théâtrale, et donc il y aura un conservatoire qui régnera sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, à l'exception, je rajoute, de la commune de Val-de-Reuil qui n'a pas souhaité intégrer cette uniformisation. Voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué, donc, il y a des montants, hein, pour vous donner l'information sur les montants. Pour le syndicat intercommunal, donc les modifications, donc les montants complémentaires pris en charge par chaque commune, donc ça concerne donc Alizé avec plus 22 598 €, Cricboeuf avec plus 23 000 €, Les Dents à plus 17 581 €, Igoville plus 13 596 €, Marteau plus 4 460 €, Pont-de-l'Arche plus 151 008 € et Terre de Bord plus 16 562 €. Tous ces chiffres-là sont dans la clé. Ça c'est pour l'école Éric Satie. C'est ça, tout à fait. Et pour Louviers, donc, il y a donc une collecte de 755 000 € à répartir, essentiellement donc sur Louviers. Voilà, donc l'attribution de compensation pour Louviers est modifiée et est augmentée donc de 755 000 €. Alors oui, c'est l'attribution de compensation, mais le versement est d'une autre somme de 1 million. Non, Oui, 755 000. Non, 755 000. Bon, moi je comprends. Parce qu'en fait, il y a des dépenses, oui, alors, 1 million d'euros, je pense qu'il y avait des dépenses de fonctionnement à hauteur de 858 000 €, il y avait des dépenses d'investissement pour 13 000 € et des recettes de fonctionnement de 117 000 €. Le delta donc fait 755 000 €. Donc ça, maintenant qu'il passe donc, en gestion au niveau de l'agglo, et donc il vient impacter l'attribution de compensation des communes concernées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Le point numéro 8, tout à fait. Donc la Chambre régionale des comptes, donc c'est un rapport d'observation définitive suite au contrôle de la communauté de communes. Alors c'est un document qui est en annexe, aussi qui fait 57 pages. Je ne vais pas vous le relire, tout le monde a pu en prendre connaissance. Globalement, moi je ne suis pas élu à la com, mais les élus ici pourront vous le dire. Il y a donc la communauté de communes se porte bien, la communauté d'agglo se porte très bien. Il n'y a pas d'observation particulière. Je tiens à préciser quand même que pour le financement de cette agglomération, il n'y a pas de part prélevée sur le foncier dans les communes. Et on est l'une des rares agglos. Sur les habitants. Pour les habitants, tout à fait. On est l'une des rares agglos où il n'y a pas ce delta sur les impôts fonciers. On n'a pas cette ligne-là de renseignement. Sinon, tous les cadrans sont ouverts, on va dire, sur le rapport d'observation de la Cour des comptes. Donc, je vous demande donc de prendre acte du contenu de ce rapport d'observation. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. La délibération numéro 9, c'est la demande de subvention au fonds vert, c'est-à-dire pour l'État, et avec l'agglomération Senneur pour la réhabilitation thermique du bâtiment de la Poste, pour la délibération qu'on a passée tout à l'heure. Donc pour rappel, la commune prévoit dans le cadre du programme Petite Ville de demain la réalisation de rénovation thermique du bâtiment, dit la Poste, situé au 879 rue Saint-Fiacre,
qui s'inscrit dans un projet plus global, avec la rénovation thermique du bâtiment, avec la cible ambitieuse de PBC 60, le transfert depuis la mairie vers ce bâtiment des activités du CCAS de la commune, et la transformation du logement de l'étage en 2 logements type 3. En même temps que le CCAS, il y aura le point poste. Pour la mise en œuvre de ce projet, un diagnostic thermique du bâtiment a été réalisé en 2024 et montre un bâtiment plutôt énergivore avec un classement en E. Un architecte a été désigné en janvier 2025 pour travailler sur ce projet. Selon les estimations de l'architecte, le coût du projet est estimé de la manière suivante. Travaux d'isolation par l'extérieur et réhabilitation du rez-de-chaussée, 250 000 €. Travaux des 2 logements à l'étage, 215 000 €. Et les coûts annexes à hauteur de 69 425 €, soit un montant total de travaux de 534 425 € tout compris. Il faut préciser qu'une fois installé dans ce bâtiment, le CCAS aura la charge d'assurer le fonctionnement du point postal qui sera créé. Ce projet de rénovation thermique du bâtiment pourrait être soutenu par 2 dispositifs financiers que sont le fonds vert de l'État, à hauteur de 50% de l'enveloppe éligible de travaux d'économie d'énergie, et le fonds de concours de rénovation thermique de l'agglomération Seine-Nord à hauteur de 50% au maximum de l'enveloppe éligible des travaux d'économie d'énergie. Aussi, le plan de financement prévisionnel de ce projet de réhabilitation thermique est le suivant. Donc vous avez du côté du poste des dépenses les différents, l'étude préalable, les travaux, les autres dépenses pour un montant de 534 425 €. Et vous avez du côté des recettes, donc la demande de subvention de fonds verts envers l'État de 159 713 €, soit 29,88%. Le fonds de concours rénovation thermique de l'agglomération pour le même montant, 159 713 €, soit là aussi 29,88%. Et le reste à charge pour la commune de 215 000 €, soit 40% du montant global des travaux. Ce qui fait un total de 534 425 €. Je me permets juste de rappeler que ce sont des demandes de subvention et le montant de subvention qui pourrait nous être attribué n'est pas celui qui est écrit sur la feuille. En l'occurrence, il y en a un qui s'appelle le fonds vert et sur lequel il va falloir batailler pour aller chercher le montant qui est inscrit sur la feuille. La présente délibération a pour objectif de valider le principe de réalisation de ce projet de réhabilitation thermique, de solliciter les subventions auprès du fonds vert et du fonds de concours de rénovation thermique de l'agglomération Seine-Nord, et enfin de valider le plan de financement proposé ci-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Donc je rappelle, en bas, les bureaux du CCAS plus un point poste. Pour ceux qui connaissent la poste, le point poste sera dans le hall d'entrée existant, avec un aménagement un peu différent. Et à l'étage, nous avons aujourd'hui un T5 que l'on transforme en 2 logements, un T2 et un T3. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Et pour le point numéro 10, je repasse la parole à M. Jarry. Alors, il s'agit donc d'une convention financière pour les travaux de voirie réalisés par l'Agglo Seine-Nord, et ça concerne donc le parking sur le cimetière de Vieux-Villers. Voilà, donc vous avez le plan qui est détaillé sur ce parking. Donc, dans la convention de travaux réalisés, donc il y a un montant prévisionnel de 75 642,39 €. Et la convention, donc, c'est que la commune, par l'investissement, prenne en charge 32,5% de ce montant, soit un montant de 24 584,78 € hors taxe. Donc voilà, c'est l'aménagement que vous avez sur la carte, donc l'aménagement. Donc il y a une bonne quinzaine de places, 16 places, je crois. Une place PMR, un accès donc favorisé, je dirais, pour accéder donc au cimetière aujourd'hui, sécurisé surtout pour les véhicules et pour les piétons. Y a-t-il des questions? Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie.
Le point 11, l'attribution de chèques cadeaux aux agents de la commune pour Noël. Donc, comme l'an dernier, nous vous proposons donc un bon d'achat d'une valeur de 50 € soit remis à tous les agents salariés de la commune. Une délibération qui est prise par le conseil municipal. Raison de cette délibération. Donc c'est comme l'an dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je passe au vote. Y a-t-il de vote contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Je vous remercie pour eux également. Enfin, le point 12, donc c'est la DM numéro 1, la décision modificative du budget par rapport au budget principal. Alors, il s'agit surtout donc de tenir compte comment on appelle ça? Des notifications, voilà. Des notifications d'État sur différentes dotations, chose qu'on n'avait pas lorsqu'on a émis le budget. Donc, vous avez le tableau là sur la section de fonctionnement. Voilà. Donc, la dotation forfaitaire des communes, donc on baisse le crédit de 54 000 €, 335 €. Pour la DSR, on augmente le crédit de 21 940 €. Pour la DRCTP, on augmente le crédit de 15 490 €. Savoir qu'à l'origine, vous avez dit qu'on n'aura pas du tout de DRCTP. Et enfin, donc, autre attribution donc, de 47 710 €. En fait, ce qui nous a aussi un peu obligé à faire cette DM, c'est que le DILICO, la participation des communes au déficit de l'État, donc pour un montant de 30 000 €, on ne savait pas trop, lorsqu'on a établi le budget, si ça allait être une réfaction sur nos recettes actuelles, ou si on a continué à percevoir toutes les recettes, et d'un autre côté qu'on allait reverser en dépenses. Voilà. Donc comme on ne savait pas, nous on avait pris le biais de prendre une réfaction des recettes. Or, non, c'est pas ça, c'est l'autre. Donc voilà pourquoi il faut qu'on modifie un petit peu nos lignes budgétaires. Ensuite, donc, dans les dépenses de fonctionnement, bon, on a quelques, en fonction de l'ajustement des dépenses de fonctionnement, quelques postes qui sont à changer. Sur l'entretien et réparation d'autres bâtiments, donc on a 800 € de plus à mettre. Sur la taxe foncière, parce qu'en tant que commune, on paye aussi une taxe foncière. On l'avait estimée à 32 000 et elle passe à 33 100 €. Et en subvention fonctionnement, donc plus 300 € également. Voilà en ce qui concerne donc les dépenses de fonctionnement. Après, il y a une inversion de chiffres aussi, de codification sur le compte, entre le compte 63 711 et le compte 63 78. Donc on remet les crédits d'un l'un vers l'autre. Et puis donc la dépense là, qui s'inscrit, le dégrèvement, les 28 600 € qui correspondent donc au DILICO. Au total, donc l'ADM sur la section de fonctionnement est en augmentation de 30 805 € et porte la section de fonctionnement à 9 381 049 et 46 centimes. Ça, c'est pour le fonctionnement. Pour l'investissement, c'est simplement un ajustement comptable avec la réalisation de projet qui se termine. Donc, on passe d'un poste 2315 au 2188, un montant de 5 000 € pour pouvoir constater la fin de travaux. Sur l'opération 123, aménagement de l'entrée de ville. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Et pour finir, comme d'habitude, en affaires diverses, les délégations. Donc la décision 38-2025, c'est de modifier la décision 28-2025 en intégrant la participation financière demandée à toute personne senior habitant au sein de la ville du Val d'Azé, désireuse d'assister au théâtre musical L'Hôtel du Pin Sylvestre, comme suit. Donc le spectacle a lieu le 18 novembre, le spectacle s'appelle, donc, comme je viens de vous le dire, L'Hôtel du Pin Sylvestre.
Et la grille tarifaire, donc pour les seniors du Val d'Azé, 10 euros, le plein tarif c'est 16 euros, le tarif réduit 12 euros et la carte adhérent 10 euros. Et vous avez l'explication des tarifs réduits en dessous. Et donc, c'est les recettes correspondant par l'intermédiaire du régisseur de recettes de l'espace culturel, Marcel Pagnol. La décision 39-2025, c'est de modifier l'acte constitutif de la régie de recettes et d'avance en y ajoutant les imputations suivantes. Donc, l'imputation 62-33, foire et exposition, l'imputation 60-611, eau, et l'imputation 60-612, énergie, électricité, et de régler les prestations liées à la mise en place du stand représentant l'espace culturel au sein d'expositions et de foires diverses. La décision 40-2025, de céder le véhicule de type minibus immatriculé BQ 458GR au garage Heure Répar Auto pour un montant de 800 euros net. En effet, ce véhicule acquis par la commune en 2011 nécessite des frais de réparation trop importants. Et de sortir ce véhicule de l'inventaire de la commune, numéro d'inventaire AU 2475. La décision 40-2025, de conclure, la décision 41-2025, pardon. Et toutes les décisions qui suivent, parce que c'est exactement les mêmes, donc ça concerne un avenant sur les travaux de la salle de Vieux-Villers, où on prolonge le délai contractuel jusqu'au 31 décembre 2025. 26. 31 décembre 2026 parce que jusqu'au 31 janvier 2026 parce que les travaux d'origine devaient se terminer le 30 septembre 2025. Donc comme on a pris énormément de retard sur ces travaux, on a l'obligation de signer un avenant avec tous les lots de ce chantier. Voilà, et c'est l'objet des décisions 41 jusqu'à 49. Et la dernière information que je peux vous donner, les travaux de la rue Saint-Fiacre commencent dès demain matin. Donc il y aura des perturbations entre le carrefour de la Croix des Champs et l'intersection avec la rue du 8 mai. Donc il y a réfaction de la bande roulante de la rue. Hein, donc voilà, la route va être momentanément, à certains moments, fermée complètement. Mais normalement, des déviations seront installées dans les deux sens pour permettre à tout le monde de circuler dans les meilleures conditions. Le cimetière à Vieux-Villers, les travaux commencent le 27, lundi de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations de votre part? Non, pas de questions, pas d'observations. Donc je clôt le conseil municipal.